Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her. Aujourd'hui, on commence par un seul mot qui résume à lui seul près de 4000 ans d'histoire médicale et qui continue sous d'autres formes à façonner la façon dont on prend ou non la souffrance des femmes au sérieux. Ce mot, c'est l'hystérie. Vous l'avez sûrement déjà entendu, peut-être même utilisé sans y penser. On l'emploie comme une insulte presque banale, glissée dans une conversation, sans toujours savoir qu'il a été, pendant des millénaires, un véritable diagnostic médical posé presque exclusivement sur des femmes, par des médecins presque exclusivement des hommes. Dans cet épisode, on va remonter le fil de ce diagnostic. D'où il vient, comment il a évolué, et surtout, c'est la partie qui m'intéresse le plus, ce qu'il est devenu aujourd'hui, sous d'autres noms, dans d'autres salles d'attente. Commençons par l'étymologie, parce qu'elle dit déjà beaucoup. Le mot hystérie vient du grec hystéra, qui signifie littéralement utérus. Dès l'Égypte antique et la Grèce antique, on croyait qu'un utérus insatisfait, ce qu'on appelait un utérus baladeur, pouvait littéralement se déplacer à l'intérieur du corps d'une femme et provoquer en se déplaçant des troubles à la fois physiques et psychologiques. Je sais que ça peut sembler presque comique raconté comme ça, mais il faut comprendre que cette croyance n'était pas une superstition marginale. C'était la médecine officielle, enseignée, transmise, appliquée pendant des siècles. L'hystérie est d'ailleurs considérée comme le premier trouble mental jamais attribué spécifiquement aux femmes dans l'histoire humaine, décrit avec précision dès le 2e millénaire avant notre ère. Et jusqu'à l'époque de Freud, c'est-à-dire pendant plus de 3000 ans, elle a été pensée comme une maladie exclusivement féminine. Et les traitements qu'on prescrivait pour cette maladie sont, eux aussi, extrêmement révélateurs de ce qu'on pensait être la cause du problème. On a proposé, au fil des siècles, toutes sortes de causes et de solutions à l'hystérie, allant de l'affliction médicale causée par l'insatisfaction de l'utérus, faute de rapports sexuels ou d'enfantement, jusqu'à la possession spirituelle par des démons rendant une femme erratique. Et concrètement, qu'est-ce qu'on faisait ? Tout, du rapport sexuel à la stimulation manuelle du clitoris, en passant par l'inhalation de fragrances puissantes, tout était considéré comme pouvant aider au traitement de l'hystérie. Arrêtons-nous une seconde sur ce que ça signifie. Le message implicite de cette médecine, c'est qu'une femme qui ne remplit pas sa fonction sexuelle ou reproductive, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de rapport sexuel régulier, devient, par cette absence même, malade. Son corps est pensé comme intrinsèquement instable, et la stabilité de ce corps dépend structurellement d'un homme ou d'un acte sexuel. C'est une boucle parfaite. Le problème de la femme, c'est son rapport ou son absence de rapport aux hommes. Et la solution, c'est encore les hommes. Ce raisonnement va traverser les siècles, presque sans changer de nature. Il va simplement changer de décor, et il va trouver son apogée, sa mise en scène la plus spectaculaire, dans un hôpital parisien du 19e siècle, la Salpêtrière. Au 19e siècle, l'étude de l'hystérie devient presque une discipline à part entière, avec ses vedettes, ses publications, ses démonstrations publiques. Et la figure centrale de cette période, c'est le neurologue Jean-Martin Charcot. Pendant des années, des femmes étiquetées comme hystériques ont été internées à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, avec des symptômes médicaux qui ne pouvaient pas être facilement expliqués. Des états de fugue, des paralysies, des amnésies, des comportements sexualisés, des évanouissements. Et voici un détail absolument crucial que l'histoire officielle a longtemps occulté. Beaucoup de ces femmes internées avaient connu, avant leur arrivée à la Salpêtrière, une grande adversité et des traumatismes, notamment de la pauvreté et des violences intimes, comme l'ont documenté les dossiers médicaux de l'époque, et comme l'a retracé l'historienne Asti Oostved dans son livre Medical Muses, Hysteria in 19th Century Paris. Donc, on a d'un côté des femmes qui arrivent à l'hôpital avec un passé de violence et de précarité, et de l'autre, une médecine qui va regarder ces femmes, regarder leurs symptômes, qui sont en réalité les symptômes d'un traumatisme, et conclure « leur utérus dysfonctionne ». Mais ce qui rend cette période particulièrement glaçante, c'est la mise en scène.
Charcot organisait des salons hebdomadaires auxquels des médecins venus de toute l'Europe assistaient. Ces salons comportaient des conférences données par Charcot ainsi que des présentations de patientes hystériques dont les symptômes étaient affichés devant le public. Concrètement, des femmes internées, parfois très jeunes, l'une des plus célèbres patientes de Charcot, Augustine, n'avait que 15 ans. Donc ces patientes étaient amenées devant un amphithéâtre rempli de médecins hommes pour qu'on y observe et discute de leur crise. Le théoricien français Georges Didier Huberman a documenté, dans son ouvrage devenu un classique de l'histoire intellectuelle, comment ces patientes étaient systématiquement réduites à des spécimens médicaux dans une vaste iconographie photographique produite à la salpêtrière. Ces femmes ont été photographiées, cataloguées, exposées, littéralement transformées en objets d'étude visuelle pendant que la cause réelle de leur détresse restait invisible aux yeux, même de ceux qui les examinaient. Voilà ce qui est à mon sens le moment le plus important de toute cette histoire. Aujourd'hui, avec des décennies de recherche sur le stress traumatique, on peut comprendre l'hystérie du 19e siècle comme des réactions post-traumatiques à des violences intimes et à des abus. Et le plus troublant, c'est que 2 des élèves de Charcot l'avaient pressenti, chacun à sa manière. Pierre Janet, l'un de ses élèves, a établi un lien entre traumatisme psychologique et hystérie. Il a soutenu que des abus avaient mené à des émotions insupportables qui provoquaient à leur tour des états de conscience altérés à l'origine des symptômes hystériques. Le travail de Janet a été oublié pendant des décennies et n'a regagné une attention significative qu'à la fin du XXe siècle avec l'essor des études sur la dissociation. L'autre élève, c'est Sigmund Freud. Sur la base de l'observation de ses patientes en Autriche, Freud publie en 1896 un texte intitulé « L'étiologie de l'hystérie », dans lequel il avance que la cause ultime de l'hystérie est l'abus sexuel. En 1896, donc, un médecin formule l'hypothèse, qui sera confirmée un siècle plus tard par toute la recherche sur le trauma, que ce qu'on appelle hystérie est en réalité la trace d'abus sexuels subis par ces femmes. Et que se passe-t-il ? Freud fait face à un mépris professionnel considérable pour cette affirmation. Dans les années qui suivent, il fait marche arrière et soutient à l'inverse que ces femmes avaient inventé leur récit d'abus, se trompant elles-mêmes et le trompant lui, avec des fantasmes plutôt que des expériences réelles. Freud avait raison une première fois et il s'est rétracté. Non pas parce que de nouvelles preuves l'ont contredit, mais parce que la communauté médicale de son époque ne pouvait tout simplement pas accepter l'implication de cette découverte que des hommes respectables, dans des familles respectables, commettaient ces violences à grande échelle. Il était socialement plus acceptable de dire que les femmes mentaient que d'admettre ce que ces femmes disaient. Le diagnostic d'hystérie va officiellement disparaître des manuels de psychiatrie en 1980. On pourrait penser que cette histoire s'arrête là, mais le mécanisme qui sous-tend ce diagnostic, lui, n'a pas disparu. Il a juste changé de nom. Le premier endroit où on retrouve ce mécanisme, c'est dans un diagnostic psychiatrique très actuel, le trouble de la personnalité borderline ou trouble de la personnalité limite. Aujourd'hui, environ 75% des personnes diagnostiquées avec un trouble de la personnalité borderline sont des femmes. Ce chiffre en soi ne prouve rien automatiquement. Il pourrait refléter une réalité clinique. Mais quand on regarde l'histoire de ce diagnostic et la façon dont il est appliqué, le tableau devient plus clair. Dans les années 1980, des protestations féministes contre le DSM, le manuel diagnostique de référence en psychiatrie, ont mis en lumière le fait que certains diagnostics psychiatriques étaient sexistes et pathologisaient des comportements socialement attribués aux femmes. Des diagnostics comme le trouble de la personnalité masochiste reflétaient une perspective patriarcale qui ignorait complètement les effets de la socialisation de genre sur la santé mentale des femmes. Et ce que montrent les chercheuses féministes contemporaines, c'est que le trouble borderline fonctionne aujourd'hui comme une sorte de version moderne médicalisée de l'hystérie. Le diagnostic de BPD présente un véritable double piège. Les femmes qui s'écartent du rôle féminin stéréotypé, par exemple en s'automutilant, en ayant de multiples partenaires sexuels ou en exprimant une colère ouverte, sont rangées dans l'archétype de la femme hystérique, hyper émotive. Autrement dit, qu'une femme exprime trop sa douleur ou pas de la façon attendue, elle risque le même verdict. Et ce biais, ce n'est pas qu'une question de chiffres globaux. Des études ont directement testé
comment les psychiatres réagissent face à des cas identiques en ne changeant que le genre du patient. Une étude a présenté à 250 psychiatres 3 cas cliniques, présentés de façon aléatoire, comme masculin ou féminin. Le premier cas servait à vérifier la capacité des participants à diagnostiquer correctement. Le second portait sur un trouble antisocial de la personnalité, et le troisième sur un trouble borderline. Résultat, statistiquement significatif, un cas féminin de trouble antisocial de la personnalité était 5,1 fois plus susceptible d'être mal diagnostiqué qu'un cas masculin identique. Même symptômes, même comportement, décrits dans les mêmes termes. Seule variable qui change, le genre indiqué sur la fiche. Et le diagnostic change avec. Les chercheurs notent d'ailleurs que ce biais pourrait être encore plus élevé dans de vraies consultations cliniques, puisque ces cas étaient fictifs et donc moins chargés émotionnellement que de véritables patients. Ce mécanisme ne se limite pas à la psychiatrie, il infuse l'ensemble de la médecine, y compris pour des douleurs purement physiques. Une étude publiée en novembre 2023 dans le Journal of Experimental Social Psychology a mis en évidence ce qu'elle nomme un biais d'exagération de la douleur lié au genre. Un biais qui pousse certaines personnes à présumer que les femmes sont plus susceptibles d'exagérer ou de dramatiser leur douleur en comparaison avec les hommes. Et la chercheuse citée dans cet article fait explicitement le lien avec ce qu'on vient de raconter. Les femmes sont vues comme hystériques, par conséquent leurs douleurs et leurs préoccupations de santé sont souvent pathologisées d'un point de vue psychiatrique. Cette dynamique se traduit concrètement dans les cabinets médicaux. Les professionnels de santé minimisent souvent la douleur des femmes en la qualifiant d'émotionnelle, de psychosomatique, plutôt que physique. Des biais directement enracinés dans la pathologisation historique de leurs préoccupations de santé, comme de l'hystérie. Et tout ça a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne de millions de femmes. L'endométriose touche environ une femme sur 10 en âge de procréer au Royaume-Uni. Et pourtant, il peut s'écouler des années avant qu'un diagnostic correct ne soit posé, car les symptômes sont souvent rejetés comme un simple inconfort menstruel normal. Des années de douleur, classées dans la catégorie c'est normal, c'est juste vos règles, alors qu'il s'agit d'une maladie identifiable, traitable, mais qu'on n'a pas cherché, parce qu'on a déjà décidé en amont que la plainte de cette femme n'était pas vraiment fiable. Je vais ajouter une nuance ici, parce qu'elle est importante. Une étude de 2024 publiée dans la revue PNAS a montré que les femmes étaient sous-traitées pour leurs douleurs, quel que soit le genre du médecin ou de l'infirmier ou infirmière qui les recevait. Les hommes ne sont pas les seuls à reproduire ce biais. Ce n'est donc pas une affaire d'hommes médecins contre femmes patientes, c'est un biais culturel intériorisé par l'ensemble du corps médical, femmes comprises, parce qu'il est ancré dans des siècles de représentation qu'on vient de retracer ensemble. Ce qui relie l'utérus baladeur de l'Égypte antique, le théâtre clinique de la Salpêtrière et une femme qui attend des années pour un diagnostic d'endométriose en 2026, c'est une idée simple et terriblement persistante. La souffrance des femmes est suspecte par nature, trop émotionnelle pour être prise au sérieux, trop exagérée pour être crue. Quand on ne sait pas quoi en faire, on la range dans une case psychiatrique commode, hystérie hier, borderline aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher ce qu'il y a vraiment derrière. L'hystérie a disparu des manuels en 1980, mais elle n'a pas disparu des salles d'attente. Elle n'a pas disparu des consultations où une femme raconte sa douleur et où la première hypothèse envisagée est encore trop souvent le stress, l'anxiété, c'est dans la tête. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est qu'un diagnostic n'est jamais neutre, il porte les valeurs de l'époque qui le formule. Et tant qu'on continuera à entendre « elle est hystérique » ou ses équivalents modernes comme une explication suffisante, on continuera à fermer des dossiers, des consultations, des plaintes qui auraient mérité une vraie investigation. Et vous, est-ce qu'on vous a déjà dit, à vous ou à quelqu'un de votre entourage, que votre douleur était dans votre tête, qu'il fallait se détendre, que ce n'était probablement rien? Je veux vraiment savoir si cette histoire résonne avec ce que vous avez vécu ou observé autour de vous. Retrouvez Vision Her sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts et sur TikTok et Instagram en tapant Vision Her 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Dini pour Vision Her.